Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve déjà pour un nouvel épisode de la lumière pop de la semaine. Celui sur la semaine numéro 7 qui s'étale du 9 au 15 février 2026. Bonne Saint-Valentin à vous bien évidemment. Pour l'instant je connais déjà deux œuvres dont je vais parler. Parce qu'on n'aura pas que des lectures, il y a d'autres choses qui sont terminées cette semaine. Et surtout, on n'aura pas une grosse vague de Dan comme la semaine dernière, parce qu'on est à jour. Et ça m'a un peu refroidi de faire une vague aussi grosse de Dan. Donc là, il me reste encore pas mal de rattrapage. On a les High Shield 21 qu'on ne voit pas à la caméra, qui sont à l'étage dessus. On a les Space Brothers, et on a les JoJo parties 7 et 8, qui sont ici et ici. Donc ça fera beaucoup de trucs, on risque d'avoir beaucoup de tonnes de la même série d'un coup. Je vais essayer d'alterner un peu, de faire au moins quelque chose entre chaque truc. On a un volume d'Ice aujourd'hui, on en aura un demain, parce qu'on a eu une autre œuvre au milieu. Ça va séparer, ça fera un petit peu d'espace entre, plutôt que d'enchaîner quasiment 6 d'affilée, tu vois. Ça sera un peu plus confortable pour tout le monde de varier un peu plus les sujets. La semaine dernière, qu'est-ce que j'ai fait 3 séances d'escalade classique, 2 dans ma salle, avec pas mal de réussites sur des blocs qui sont là depuis un petit moment, et que j'arrivais pas à faire, je suis bien content. Alors que la deuxième séance partait hyper mal, on était tous les 3 très mauvais, il y en a un qui s'est carrément démotivé, et j'ai passé un bloc qui me résistait de la séance d'avant, alors je pensais vraiment pas l'avoir, et un horrible bloc en plastique, je déteste les prises en plastique, qui m'a resté depuis 4 séances, un truc comme ça, je suis content. Et après, petite séance bonus le week-end dans une autre salle, gros tour des blocs faciles, à peine un seul bloc difficile, mais au moins j'ai pas mal grimpé. Et par contre, il faut déjà que je change de chaussons. J'en ai acheté des nouveaux en août, si je ne m'abuse, l'année dernière, et il est déjà tout pourri. C'est une catastrophe. Je suis déjà à 2 doigts d'avoir mon gros orteil à l'air libre. Alors que la pointe, c'est quand même plutôt important. Tu mets ton poids entier dessus, parfois sur des prises pas très grosses, ça peut être utile d'avoir une bonne pointe en forme. Là, elle s'est fait arracher la gueule, parce que les deux autres salles de ma ville, qui sont pas celles où je grimpe le plus, ont des murs ultra abrasifs. Tu frôles un peu, tu te retrouves avec des griffures partout et des bouts de peau au moins. Donc bah les chaussons, ils prennent giga cher. Plus, ben, la semelle, elle est un peu trop souple, elle prend trop cher. Dommage. Voilà. Et sinon, en dehors de ça, boulot, c'était chargé, mais ça s'est bien passé. Et pas mal de familles. Je les ai vues à 4 reprises, pour pas mal de trucs très cool. Un anniversaire surprise, une journée de jeux de société, de l'escalade, un repas en famille. C'était cool, bonne semaine. Il n'y avait pas eu beaucoup de découvertes, différentes, hein, c'est que du manga et quasiment que du dandadan, mais c'était cool. Voilà, et là on part pour une nouvelle petite semaine. Pour l'instant, vraiment rien de prévu de la semaine. À voir. Parce que, hop, un jeu vidéo terminé, peut-être un autre, on verra en fonction de la durée que ça prend. Et sans doute retour du cinéma et ou des séries, parce que je vais enfin être à jour sur ce que je voulais regarder sur YouTube. Ça fait un moment que j'étais en retard. Là, il me reste que 1 heure, dira-t-on, de visionnage pour être à jour sur mes sorties. Et donc, si on est bien, petit temps de découverte peut-être, et petit temps de live peut-être. Pour fêter ses 6 ans, ça serait bien. Mais bref, on est à beaucoup de blabla, on va partir sur l'épisode. Avant ça, dites-moi en commentaire comment vous allez, ce que vous avez découvert la semaine dernière, et ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet épisode. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si l'épisode vous plaît. Pouce bleu, abonnement, étoile sur le podcast. Bon visionnage. Tout d'abord, j'ai lu le premier volume de High Shield 21. Il fallait choisir entre les 4 rattrapages que j'avais à faire. Entre High Shield 21, Space Brothers, JoJo partie 7 et JoJo partie 8. Donc bah pas la 8 parce que j'ai la 7 à lire avant. Pas la 7 parce qu'on est en train de lire la 5 en la rattrapant assez rapidement. Donc on va pas mélanger. Et entre les deux qui restaient, Space Brothers me faisait vachement plus envie.
mais c'est celui que j'ai lu en chapitre pirate le plus récemment, puisque c'était, au début de mon contrat, pendant les heures de boulot, donc à l'été dernier. Avec Shield 21, ça fait un peu plus longtemps. Pas non plus extrêmement longtemps, parce que celui-là aussi, je l'ai découvert, en scan. On a du boulot à le relire en direct. Premier volume que je trouve, très efficace, j'ai passé un bon moment avec. On a, Murata au dessin, ça fait plaisir de le retrouver, parce que sinon je le suis que dans One Punch Man et One Punch Man, ben, c'est vraiment de la merde, niveau scénario. Donc si on peut avoir ses dessins sur les meilleures histoires, je prends. Mais au scénario, c'est l'auteur que je connais pour, Dr. Stone, qui était bien un moment, mais sacrément redondant. Donc à voir comment High Shield 21 passe en volume relié sur 37 volumes, si je ne m'abuse. D'autant plus qu'il y a déjà des éléments qui peuvent être redondants qui apparaissent dans ce volume-là. Donc voilà. Un scénariste à fort potentiel mais qui peut être plein de redondances. Un dessinateur qui dessine trop bien mais qui était au service d'un mauvais scénario. Ensemble, on va avoir quelque chose de très cool. Ça commence bien en découvrant le club de football américain du nouveau lycée. On découvre Kurita, le personnage est très cool directement. Je le trouve super touchant d'être aussi naïf, aussi simple dans son design que dans son esprit, mais ça pousse beaucoup plus loin la douleur qu'il a à voir son rêve être assez loin de lui et ne pas réussir à l'atteindre, parce qu'il est très très seul dans son objectif de gagner des matchs, créer une équipe et aller jusqu'au Christmas Ball. On découvre l'autre membre, il me parle moins. Je sais que tout le monde fait waouh, il est trop cool, Hiruma, il est trop badass, il est trop malin. Effectivement, il est badass et malin, mais pour l'instant, il est un peu trop sans raison et sans être vraiment un personnage. Juste, il a son objectif, il menace tout le monde. Peut-être, j'attends un peu plus d'humain derrière, ça serait bien. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'en ayant lu les scans, je me souviens même plus si ça arrive à un moment. Je sais que les autres personnages de l'équipe, je les aime tous. Hiruma, je ne sais plus. Pas mal le dosage qu'il y a pour l'instant de grandiloquence et de n'importe quoi. Senna est giga rapide parce qu'il a toujours été traité comme un larve par les autres. Ça sort nulle part, c'est une raison. Kurita qui est surpuissant, qui détruit des objets d'entraînement, qui porte des bagages immenses, que personne ne peut faire tomber. C'est rigolo, on prend. Hiruma, lui, peut-être un poil trop. Avec son chien démoniaque, avec son piratage dans tous les sens, avec ses connaissances d'absolument tout le monde. C'est le personnage, mais c'est peut-être un peu trop poussé. Mais le trio ensemble est très cool, à représenter les trois piliers du football américain, la force, la vitesse et la stratégie. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'on assiste au premier match dans ce volume-là, dans son intégralité. Donc pour qu'on ait la présentation de tout ça et un match entier, c'est que le match est très très court, et il est étonnamment déjà prenant. Alors qu'on ne fait que suivre les 2 dernières actions du match, tout simplement, les 20 dernières secondes du match. Mais ça marche bien. On met en place des futurs ennemis, qui sont soit hyper populaires, soit le monstre de rapidité le plus fort qu'il y ait jamais eu. On a le passé de Senna qui est utilisé pour créer son personnage, au niveau du caractère, donc à pas vouloir se faire remarquer, mais à vouloir des amis quand même, donc à être prêt à aider n'importe qui, et un sacré pouvoir dans les jambes. Et on a Mamori, son amie d'enfance, qui est mignonne, et qui fait partie des sujets qui vont peut-être être un poil redondants. Parce que les mécaniques mises en place sont déjà un poil longues et répétitives, déjà dans ce volume. Le fait que Senna veuille pas aider, mais qu'il soit forcé à la dernière seconde. Le fait qu'il doit le faire de manière cachée pour les adversaires et pour Mamori, ça peut être un poil redondant. Je mets pas le classique des mangas et des œuvres de sport de gagner à la dernière seconde, ça marche bien comme mécanique, mais le réciter avant et peut-être d'autres, j'ai pas en mémoire,
ça pourrait être un poil plus redondant. Mais pour un premier volume, c'est plein de potentiel et c'était très cool. Ensuite, j'ai terminé Metroid Prime 4 Beyond. J'en parlais hier, à la fin de l'enregistrement de l'épisode de la semaine dernière. J'étais proche de la fin. Et effectivement, j'ai terminé mon aventure ce soir en faisant juste le boss final. L'aventure qui m'aura pris 15 heures pour faire 99% du jeu. 99. C'est-à-dire que ne voulant rater aucun élément du jeu, j'ai passé une quantité gigantesque de temps avec mon scanner ouvert pour scanner les zones, comprendre ce que j'avais sous les yeux, apprendre leur histoire et remplir mon encyclopédie. Ce qui a un peu attaqué l'ambiance et l'imagerie des zones, parce que ça les rend plus simples et enlève énormément de leur couleur. Tout ça pour rater qu'on ne peut pas récupérer les projectiles du premier boss. Oui, les projectiles. Le truc où tu es concentré sur l'éviter, survivre, faire attention, pas spécialement scanner ça quand tu as déjà scanné le boss. D'autant plus que je pense que j'avais dû le scanner, mourir, et ne pas le scanner une deuxième fois dans mon deuxième essai. Et c'est dommage d'avoir raté mon 100% pour ça, parce que tout le reste je l'ai récupéré avec plaisir et sans grande spécificité. Difficulté. Je vais dire spécificité, mais ça n'a rien à voir. Euh, Ensuite, on peut dire que le jeu m'a saoulé à quelques moments, notamment au niveau des allers-retours, que je trouve beaucoup trop nombreux, notamment le nombre de fois où on doit retourner dans une zone précise de la première zone. C'est-à-dire que on va dans le volcan, on fait mais on peut pas passer là. On récupère une puce dans le volcan, il faut retourner à la base dans le premier biome pour installer une amélioration et retourner au volcan. Un aller-retour hyper long, inutile, qui ne sert ni dans le gameplay ni au niveau des personnages. Alors qu'on aurait pu avoir l'amélioration fonctionnelle, ça cassait rien au jeu. Et on a des allers-retours comme ça, bien vides, et beaucoup trop de fois. C'est un peu pour te motiver à revisiter un peu ce que tu as déjà visité avant, avec les quelques pouvoirs que tu as eu en plus. Mais quitte à revisiter les pays, autant le faire une seule fois quand tu as tous les pouvoirs à la fin. Je sais pas, le côté aller-retour et construction de l'ordre logique des pouvoirs ne marche pas beaucoup dans le jeu, alors que c'est quelque chose qui me plaît pas mal, moi, l'exploration de base. Moi, j'ai bien aimé le désert. Je sais que ça fait pas l'unanimité parce qu'il est apparemment bien vide, notamment au niveau de la musique. Mais moi, je suis pas un homme de la musique, donc ça m'a pas dérangé plus que ça. Et au niveau du contenu, ça se traversait assez vite, la carte s'est vite remplie, et les quelques missions dedans passent bien. En vrai, ça, je l'ai pris, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas mauvais. Ce que j'ai trouvé plus mauvais, par exemple, c'est la quatrième zone. Non pas en elle-même, parce que la quatrième, c'est celle du vol. Pour moi, on fait forêt, glace, volcan, grotte. Un truc comme ça, avec quelques allers-retours en plus, histoire de deux, mais le remplissage, c'est comme ça. Bref, mais le quatrième, non pas dans sa construction lui-même, il est cool, il est comme les autres. Le problème, c'est qu'il est cool et comme les autres. Mais c'est la quatrième fois que tu le fais. Donc c'est un poil redondant. Il y a pas assez de variation. On a plus de pouvoir et tout, mais la quatrième zone que tu fais à peu près de la même façon de manière routinière, c'est pas passionnant. Alors que la cinquième est très cool. J'ai été très surpris tout du long. Ça utilise quasiment tous les pouvoirs, vu qu'on les a tous à ce moment-là du jeu. Donc ça fait des trucs plus complets, un peu plus poussés, c'est très intéressant. Et surtout, on a les personnages inutiles du jeu qui sont avec nous, qui avancent, qui ont une bonne mécanique ensemble, et qui survivent n'importe comment, mais le passage est bien. Après, les personnages en eux-mêmes, il y a pas grand-chose à en dire dessus. C'est dommage de commencer en nous offrant le pire des 5,
C'est le seul qui est en couleur, c'est le seul qui est grandiloquent, c'est le seul qui sort du lot. C'est bizarre de l'avoir en premier et de dire ah, c'est ça les amis? Je veux pas d'amis en fait. Alors que les autres, bah, sont plus taciturnes, sont plus des vrais soldats, sont soit solitaires et blessés, soit en duo tricolé, soit un robot, ce qui change. Ils sont pas touchants, ils évoluent pas spécialement, ils racontent pas grand chose alors que c'est bah, les seuls personnages du jeu, mais ils sont pas non plus dérangeants. Le gameplay vient bien. Moi, je suis pas du tout joueur de jeux de tir et ou de jeux à la première personne. Là, ça s'est plutôt bien passé. Sauf pour les quelques boss ou moments où ben, les cibles qu'il fallait attaquer étaient sur lui, mais pas à l'endroit que c'était ciblé. Il fallait donc viser nous-mêmes. Là, j'ai eu un peu plus de lenteur, je dirais pas de difficulté. C'est pas du tout un synonyme. La seule difficulté, c'est le gameplay des combats à moto. C'était pas intéressant et c'était pas bien. Oh là, fou! La poursuite dans la lave, c'était nul. Les deux d'ailleurs. La poursuite dans le désert, c'était horrible. Pourquoi est-ce qu'il faut chasser autant de fois en plus? C'est ridicule comme idée. Il y en a pas beaucoup, hein. Mais en avoir moins, voire pas, ça aurait été bien. L'univers global est très beau. J'ai bien aimé les 5 zones, elles sont très jolies, elles se différencient bien les unes des autres, elles sont très sympas à voir et à découvrir. Mais en même temps, bah, au niveau de la faune, de l'espèce intelligente qui gère un peu tout, des pouvoirs, de la construction globale, j'ai l'impression que c'est déjà vu et revu. Alors que c'est seulement mon deuxième Metroid, après Metroid Dread, et c'est fou que ça me paraisse autant répétitif. Et je me questionne sur l'intérêt surtout d'avoir fait un univers à part et 100% nouveau pour qu'il fonctionne très globalement de la même façon. Le jeu était très clair et facile, c'est du Nintendo, je prends. J'ai par contre quelques réticences sur la fin. Le combat final est en deux parties. La première me plaît beaucoup, mécanique différente, de faire un boss à plusieurs, un poil répétitif ces phases, mais on prend, ça reste cool. La partie solo, bah, c'est juste du tir de loin et triple attaque à éviter, c'est très facile. Et c'est quand même plus revu, c'est un petit peu dommage en fait dans cet ordre-là. Et grande question sur la fin. Attention au spoiler, première fois de ma vie que je préviens, parce que j'adore parler en détail de ce qu'il y a dedans. Le but de tout le monde, c'est d'aller dans un téléporteur pour retourner dans leur planète natale. On a battu Silux, on va tous au téléporteur, il revient, tous les petits potes vont l'empêcher de nous emmerder avec le téléporteur pour qu'on puisse s'enfuir toute seule. C'est une cinématique. On reprend le gameplay juste devant le téléporteur comme ça et on me demande d'appuyer sur A. Je me dis, oh, si on peut jouer maintenant et que ce n'est pas obligé, parce qu'on a le choix finalement. Genre on peut rester, trouver un autre plan, aider les potes. Donc je reste, le téléporteur explose, game over, je dois refaire la moitié du boss. Peut-être que c'était pas super clair. Parce que le but de nous forcer à appuyer sur A, c'est pour nous mettre de la culpabilité et nous rendre actifs dans le choix de Samus d'accepter le sacrifice et de partir toute seule. Le problème, c'est que pour nous, accepter le sacrifice, c'est facile parce que les personnages sont pas. Et surtout, la culpabilité, ben, on l'a pas. Tout le monde nous dit partir, on obéit, on est des soldats. Donc, je trouve que nous forcer à appuyer sur A à ce moment-là, c'est pas très bien construit. Et ça m'a vraiment perturbé tout à l'heure quand j'ai eu ça. Dernier point à soulever, Silux en lui-même. Je sais pas quoi en dire. Il a pas grand-chose de particulier sur lui, alors qu'on l'affronte au début, au milieu et à la fin. Tout ça parce qu'il veut se venger comme un gros bébé, parce qu'il a raté son attaque, parce qu'on est arrivé, alors qu'on a t'es même pas au courant de son existence. Juste on est alliés. Je sais pas trop. Je veux bien que on puisse avoir des ennemis à récupérer parce qu'on leur a fait des heures ou quoi. Mais il faut que ça soit plus en lien avec ce qu'on fait vraiment, parce que là, on n'était pas au courant ni rien, donc je comprends pas. Voilà. Avant de s'arrêter, petit tour de mes notes, voir si j'ai rien oublié, mais normalement, on est bon. Parce que oui, première fois que je prends des notes, mais je pense que pour ce qui est jeu ou série, ça peut être utile. Genre les séries que je regarde sur Milan, ou qui ont des épisodes très différents, ça peut être cool de prendre des notes pour pas oublier trop de choses.
Pareil pour les jeux, hein, qui prennent plusieurs heures. Après pour les romans aussi, ce serait bien. Parce que là, j'en ai un que j'ai commencé il y a 1 an, je me souviens plus de rien. Non, je n'ai rien oublié. Voilà, c'était mon avis sur Metroid Prime 4 Beyond. Mon deuxième Metroid préféré, hein. En même temps, bah, j'ai fait que Dread avant, donc le classement était pas très dur. Ensuite, j'ai lu le volume 2 de Ice Shield 21, et c'était encore un bien bon moment. Après la réussite du premier match qu'on a vu dans le volume précédent, on a le personnage de Senna qui est un peu plus sûr de lui, qui arrive à s'éloigner de Mamori pour marcher sur son propre chemin et enfin arrêter de la suivre docilement pour qu'elle décide tout pour elle et qu'elle le couvre dans tous les sens. Ça marche bien. Il a déjà bien avancé en un volume, c'est cool à voir. On découvre un peu plus les Hojo White Knights, qui sont des gros adversaires que nous a teasés au volume précédent et qu'on veut surtout pas affronter. Ils sont globalement super intransigeants sur le niveau qu'ils doivent atteindre, sur le match et au niveau de leur personne en elle-même. Pour une recherche d'informations sur une équipe qui est un peu ratée, leur chef prend tout sur lui et décide de se faire exclure pendant un match. C'est un niveau de dévotion sacrément élevé qui fait plaisir à voir. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils font un énorme cri de guerre basé sur la défense, pendant qu'en face, on a Iruma qui fait un cri de guerre basé sur l'attaque. Parce que, ben, même s'ils reprennent 99 points comme ils l'ont fait avant, il suffit juste de marquer 100 pour gagner. C'est logique, mais c'est pas une chose facile à faire. Et j'aime beaucoup cette dichotomie qui est mise en place entre les deux équipes. Ici, facilement sur leur phase préférée des matchs, mais également sur leur arrivée, qui ont des véhicules très différents, qui donnent une image et une richesse très différentes des deux équipes. Vraiment, c'est quelque chose que tout oppose, tu vois. Une équipe de stars que tout le monde veut voir gagner, et une équipe d'underdog qui n'a jamais eu personne dedans et qui est là juste pour servir de premier marchepied d'échauffement dans le tournoi. Mais ça ne sera peut-être pas le cas, parce que les Hojo White Knights n'ont pas leur pièce maîtresse sur le terrain dans un premier temps, et mettent une pression de dingue sur Sakuraba. Je trouve ça hyper intéressant. Le mec est adulé par absolument tout le monde, ça lui met une pression de dingue, il est obligé de performer, et c'est dur, tu vois, quand autant de monde t'attendent. Les reporters, le public, tout le monde fait que parler de lui. C'est horrible. Il y a même des histoires de sponsors, c'est intéressant, c'est vite montré. Sakuraba, très bonne porte d'entrée pour plein de sujets. Et en plus d'être diminué, l'équipe en face monte en puissance parce que ben Senna apprend enfin un peu les bases, à tenir le ballon notamment, et à avoir moins peur des contacts et des adversaires, ce qui est quand même plus pratique pour courir de manière plus efficace. Voilà pour la phase d'attaque de nos petits personnages. La phase de défense est plus compliquée parce qu'ils n'ont pas non plus une énorme ligne de défense, donc ça joue que sur la psychologie pour essayer de faire des choix bloquants pour les adversaires. C'est malin, ça marche bien, mais Shin arrive sur le terrain et bloque absolument tout. Construction du match plutôt correcte, mais gros plaisir de voir l'évolution de Senna, gros plaisir de voir la différence énorme entre les deux équipes, et surtout gros plaisir sur le parallèle final du volume. Senna a super peur des attaques de Shin et est donc prêt à fuir le match en ayant écrit un petit mot qu'il fixe dans sa main. Pendant qu'en face, on a Sakuraba qui est pas fier de lui parce qu'il a raté pas mal de choses, qui sait très bien que c'est Shin la pièce maîtresse et pas lui, alors que tout le monde croit que c'est lui, qui s'est fait dégager le sponsor par son entraîneur, mais le sponsor veut qu'il le remette en... et qu'il fixe le sponsor dans sa main. Et évidemment, il y en a un des deux qui arrive à rester lui-même, à aller plus loin, à surmonter sa peur et à avancer quand même, malgré la douleur.
pendant que l'autre, subit la pression, se conforme et s'efface petit à petit. C'est trop intéressant. Les personnages ont un potentiel de dingue. Ça sera peut-être pas le cas de tous les matchs, parce que là, pour l'instant, le match en lui-même, il a pas grand-chose de passionnant. Et en plus, il pourrait être un peu répétitif. Mais au niveau des personnages, qu'est-ce que c'est bien. La dynamique des Hojo, elle marche trop bien. Et l'évolution de Senna aussi. Grand plaisir. Par contre, aujourd'hui, c'était un moins grand plaisir avec le volume 10 de Kamuya Ride. Après celui-ci, il n'en restera plus que 3, et ce n'est pas une mauvaise chose. Début du volume est incompréhensible. Pour moi, de mémoire, il y a 2 volumes, on a eu un match de baseball entre plein de personnages différents, de plein de clans différents, qui sont un peu retrouvés par hasard à faire un match. Et le volume précédent, c'était une bagarre générale entre tout le monde. On est passé de 5v5 à 2v2 à 0 versus 0. Et là, ça s'ouvre avec des gens blessés, une discussion entre un espion et un mec inconnu qui explique qu'il a bien avancé dans son enquête, la reprise du match de baseball, une arrestation, tout ça en un ou deux chapitres et sans transition. Et je me suis même demandé en mode, c'est vraiment le tome suivant ça? J'ai pas racheté un ancien volume sans faire exprès? Je n'ai pas compris la construction globale du tout. Et en plus de ça, je vais oublier tous les noms des personnages, et leur tête également, puisque leur tête, je les ai pas vus depuis le volume 8, que j'ai lu il y a un moment maintenant. C'était compliqué. Et de toute façon, en parlant de trucs compliqués, il y en a dans ce volume-là. On a un flashback très rapide par rapport au personnage de l'espion. J'ai aucune idée de son prénom, ni de quel moment il est apparu plus tôt. Son flashback, je vois pas ce qu'il apporte. Il est hyper court et je ne comprends pas de quoi ça parle. Parce que j'ai pas le contexte, j'ai pas les personnages, j'ai pas le lien avec lui. Je suis perdu. Heureusement, on a un flashback avec la meuf bouclier, dont j'ai un peu plus de souvenirs. Le flashback est un peu plus long, et exactement les mêmes problèmes. J'ai pas l'histoire, j'ai pas les personnages, je comprends pas le lien avec elle et ce qu'il l'apporte. Elle veut protéger quelqu'un. C'est à peu près ce que j'ai retenu du flashback. C'est le principal, je pense, mais c'est pas très intéressant de retenir que ça. Et tout ce qui est avancée globale, ça marche pas pour moi. On nous tease des personnages ou des trucs qui reviennent, ou des personnages qui sont en mode toi tu es là alors que t'es pas censé être là. Je sais pas à qui réagit, je sais pas pourquoi ils réagissent, je sais pas à qui est en face. Je ne comprends pas. Parce que j'ai pas les personnages en tête. Parce que j'ai lu qu'une fois la série, avec un rythme de merde, et que c'est pas assez fixé. Et en plus de ça, j'accroche pas trop au dessin. Je le trouve pas forcément brouillon, mais il est gras et pas très agréable. Voilà, pour ce qui est des éléments que j'ai pas aimés, on se dirigerait plutôt vers un D, mais il y a les rares choses qui étaient plus posées et que j'ai bien compris, c'est hyper intéressant et bien trouvé. Là-dedans, il y a une enquête menée par l'espion. Je ne sais pas qui c'est, mais la construction du mystère global marche bien. Parce que jusqu'ici, on pensait que le personnage principal était un mec qui est mort plus tôt et qui a survécu, mais il peut y avoir des choses mystérieuses parce que leurs empreintes sont les mêmes, mais auraient dû être, au lieu d'être exactement les mêmes parce que c'était pas les mêmes doigts, un truc comme ça. Donc ça pose des questions. J'aime bien sa volonté de gracier un peu les criminels tant que ça peut aller vers la vérité. C'est une bonne façon de voir les choses. D'autant plus que cette théorie des empreintes éloigne le fait que ce soit possible sur la même personne, mais en même temps, le crâne retrouvé sur place, en le moulant, on obtient son visage exactement. Les questions sont encore entières et intéressantes. L'autre élément que j'ai bien aimé, c'est qu'on a une garnison entière qui se fait décimer par une vengeance qui est bien trouvée. C'est un personnage qui a été sauvé par notre personnage principal lors de l'attaque du village au début du manga. Donc il lui fait plein de compliments et tout. Mais on apprend après qu'il a voulu le tuer
Parce que, ben, même s'il l'a protégé lui et plein de gens du village, sa femme et sa fille ont trouvé la mort. Et c'est intéressant de montrer que malgré son rôle de héros évident, il y a pu avoir de la casse, parce que bon, dans un grand village comme ça, sauver tout le monde, c'était grave dur, et on peut lui faire payer pour ça en allant beaucoup trop loin dans la vengeance de manière un peu déraisonnable. Ça marche bien, c'est bien trouvé, et sa punition encore plus, ne pas se venger, ne pas l'arrêter, juste le laisser vivre et le laisser fuir en portant tout ce poids. En plus d'avoir fait honte à sa femme et à sa fille, il a tué une garnison entière. Ça marche bien. Et franchement, ça me fait chier de pas être à fond dans le manga, de pas avoir tous les personnages qui ont des noms compliqués, de pas reconnaître les visages parce que le dessin est un peu brouillon. Ça me fait chier de pas avoir tous les éléments ensemble, parce que les pièces que je comprends, elles sont trop bien. Ensuite, j'ai lu le volume 3 de High Shield 21. On continue notre motivation et notre création d'énergie autour de Senna. Iruma souhaite abandonner, ou du moins le joue, à minimum le fait de vouloir abandonner. Et c'est Senna qui se relance dans la danse le premier, en voulant apprendre, en voulant continuer à se battre, et en avançant. Alors qu'il est face à Shin, qui est littéralement lui, mais avec de l'expérience. C'est intéressant à prendre. Derrière, on arrive sur une blessure extrêmement à la con, encore liée à ces histoires de sponsors qu'il n'arrive pas à abandonner. Pour le personnage de Sakuraba, c'est terriblement dur le moment où il chouine tout seul en se rendant compte qu'il a pas du tout le niveau, que tout le monde le dépasse ou fait sans lui, que il a une image qui est gargantuesque par rapport à ce qu'il est. C'est hyper dur et c'est trop intéressant d'avoir ça du côté des adversaires, je trouve. Sakuraba, en fonction de comment il peut évoluer, ça peut être très largement un des meilleurs persos du manga. Mais genre de tellement loin. Parce que sinon, ben, le match se termine sur une bonne note, dira-t-on. Senna arrive à atteindre la vitesse de la lumière et à remporter un petit duel face à Shin, qui lui fait une promesse pour la suite. Bonne fin des matchs d'introduction, puisque ben, une fois ce combat terminé, ce tournoi est achevé, et il y a un énorme vide pour les personnages qui ont fini par appréhender, apprendre et apprécier le football américain. Très bon chapitre aussi. Les passages humains en dehors des matchs sont trop cool. Et pour lancer la suite, en plus des esprits déjà en place, on a besoin de nouveaux joueurs avec des rôles différents notamment. On rencontre donc Monta, qui est un joueur de baseball, qui a des grands rêves de réception au niveau des baseball, avoir mis quelqu'un sur un piédestal gigantesque, et évidemment, quand on n'a pas le niveau, que les gens veulent pas lui laisser sa chance, c'est d'abandonner ses plans, d'abandonner ses rêves, d'abandonner toutes ses promesses. Parce que on se dit, avec des efforts, ça peut passer. Ça serait pas cool d'abandonner. Et c'est à peu près tout ce qu'il a comme présentation, mais c'est trop mignon, ça marche bien. On a des vraies questions de cet âge-là, à choisir entre plusieurs sports, en fonction de là où ses aptitudes sont le plus utilisées, en fonction de là où les gens ont besoin de lui, en fonction de ses rêves. C'est quelque chose à gérer et c'est pas évident. Et on découvre un petit groupe de voyous pour la suite. C'est sympa, mais pas plus. Sakuraba, excellent. Le moment de vide entre les deux tournois qui se préparent, excellent. Préparation de Monta, bien. La fin du match et les voyous, un peu moins intéressant. J'étais un peu dur sur la note. J'avais des souvenirs gargantuesques de la série. Mais en même temps,
est-ce que mes souvenirs viennent des 3 premiers volumes ou alors de quelque part plus loin dans les 37? Je pense que la question est plutôt évidente. B. Ensuite, j'ai lu le volume 12 des légendaires, sagas et malheureusement, c'est, la seule œuvre de 2026 qui a cette horrible note pour l'instant, parce que c'était vraiment inutile. Je l'ai déjà dit, plusieurs fois, mais, je valorise beaucoup plus une œuvre qui tente des choses qui ne me plaisent pas, plutôt qu'une œuvre dans laquelle il ne se passe rien. C'est inintéressant, c'est long, c'est ennuyant. Il y a rien à dire, il y a rien à analyser, c'est trop nul. Parce que là, on a un volume entier pour, le duel entre, Darkel, le grand sorcier, ennemi ultime des légendaires, qui a créé tous les soucis depuis le début, et Anatos, le dieu, qu'on voulait l'empêcher de venir et qui est dans le corps de Danael. Tout ça pour que Ténébris puisse s'enfuir avec les légendaires. Bonne raison, pour le match, intéressant de voir 2 ennemis s'affronter, mais un volume entier, juste pour leur duel, c'est pas très intéressant et c'est très inutile. Ça ne raconte rien et ça m'embête un petit peu, que tout ce qui est inédit et nouveau dans les légendaires sagas par rapport à la BD originale, soit juste des combats en plus ou des combats prolongés. On pourrait, servir du médium manga ou de l'écriture 20 ans plus tard, pour remettre à jour certaines choses, approfondir des sujets, approfondir des personnages, et pas juste faire des combats beaucoup plus vides, beaucoup plus longs. Dans l'arc du voyage dans le temps, on a ajouté des sbires. Super, c'était super intéressant les combats. Là, on allonge le combat de fou. Alors, oui, les 2 sont surpuissants. Oui, aucun des 2 n'abandonne à aucun moment. Mais je pense que tout ceci va rendre encore plus bizarre et démesuré la future victoire contre Anatos. Parce que si est légendaire, je sais plus, j'ai oublié la suite, comment il gagne contre lui. Mais l'avoir montré encore plus puissant et résistant si longtemps à un sorcier aussi fort, ça va rendre sa défaite encore plus futile en comparaison, je trouve. Donc finalement, elle est pas inutile, cet, ajout et ce combat. C'est, contre-productif. Je pourrais, hein, kiffer un combat pur jus qui prend tout un volume. Déjà, s'il y avait des enjeux ou des personnages qui racontaient des choses, ça aurait été mieux. Ça m'est arrivé d'apprécier des combats pur jus, pur combat avec pas grand chose d'autre derrière. Là, comme le style des légendaires sagas est très rond et pas spécialement grandiloquent, bah, même au niveau de la forme, c'est pas le plus fun. Volume, très oubliable et oh, point positif, on s'ennuie pas pendant longtemps, ça se lit très vite. Non, je vais pas passer un super moment. Je suis content, hein, de relire les légendaires grâce à ça. Prends le nouveau style, je prends les quelques ajouts, mais si on ajoute, un volume entier de ce style-là plusieurs fois, ça va être un chouille long. Mais bon, on s'approche des volumes que je connais moins, parce que jusqu'ici je connaissais quand même plutôt pas mal. Mais après, la fin du cycle d'Anatos, j'en ai plus un grand souvenir. Et ce qui se passe d'après, j'ai lu 2 ou 3 chapitres, 2 ou 3 tomes seulement, un truc comme ça. Donc après, je prendrai tout comme des nouveautés, ça sera déjà un peu plus intéressant. Mais là, je pourrais pas aller plus haut que D, largement pas plus haut. Ensuite, j'ai lu le volume 4 de High Shield 21. Le match, contre les voyous, qui a été teasé au volume, précédent, n'est, pas vraiment passionnant. Ça a du sens, thématiquement. C'est les premiers adversaires qu'ils affrontent, après les Hojo White Knights, qui étaient présentés comme l'une des meilleures équipes de la zone. Et forcément, une équipe avec juste des voyous et un mec avec des longs bras, ça fait quand même bien moins peur.
Donc bah, ils prennent un peu l'avantage, puis ça fait peur aux adversaires et ils les éclatent. C'est pas très intéressant. Ça a permis de mettre également en avant, les voyous, du lycée de nos personnages, qui sont venus sur le terrain un peu par hasard. C'est cool, c'est bien trouvé et évidemment, merci les passes et l'héroïsme de Monta pour les pistes en plus et l'ouverture du jeu dans tous les sens. Mais, c'est pas sur ça que le volume brille, du tout, même si c'est sur ça qu'il se vend vu la couverture. Mais, ce qui marche bien, c'est, la joie pure et enfantine de Kurita, qui est un personnage trop agréable à suivre, qui apprécie d'avoir de nouveaux potes. Hiruma aussi, mais il le fait de manière plus cachée. C'est touchant aussi, mais moins présent. Ils peuvent abandonner leurs amis fictifs qui sont créés plus tôt. Ils sont trop heureux d'avoir d'autres personnes sur la ligne, des stratégies en plus, juste des potes avec qui jouer. C'est trop cool à voir. Et c'est pour ça, on suit le recrutement de nouveaux membres. D'abord avec un petit entretien, puis avec une épreuve absolument folle qui garde vraiment que les plus motivés. Et donc on nous présente surtout, Komutsubi. Salut, c'est moi. C'est parce que le pseudo de Komutsubi et de Komorebi, ça se ressemble de fou. Heu, va pas être très pertinent parce qu'il parle vraiment comme un débile, mais j'aime beaucoup ses mimiques et la relation qu'il a créée en une seconde avec les frères AA, les voyous dont on parlait plus tôt. Une, relation de rivalité absolument débile. En mode: «Mais qu'est-ce qu'il veut ce gros nain?» et le gros nain il est en mode: «Vous soulevez pas ça?» Et ce genre de truc à la con, c'est rigolo, ça marche bien, et ça les motive un chouille à venir. Et on a également un mec pas du tout sportif, pas du tout encouragé par sa mère, qui est terrifiante, et qui pourtant se donne à fond parce qu'il en a envie, alors qu'il est vieux et qu'il est chauve. Donc imagine les handicaps qu'il a pour faire du foot. Non, c'est parce qu'il est cérébral et qu'il a jamais fait de sport, je crois que c'est plus ça qui le limite. Mais apparemment c'était important de soulever ces 2 points pour le manga, donc il fallait que je le soulève aussi. Non, voilà. Le manga marche bien quand il y a des personnages et des histoires à raconter. Les matchs, pour l'instant, bon, c'était pas très intéressant. Il y a des nouveaux trucs, hein. Heu, les daemons qui gagnent facilement, l'utilisation de la peur, les voyous qui se mettent en place, mais c'était pas grand-chose à affronter, notamment parce que c'était des ennemis inexistants. Encore un B. Ensuite, j'ai enfin vu un film avec Sinners et j'ai adoré. Je l'ai vu, pour 2 raisons principales. Tout d'abord, parce que je voulais le voir depuis sa sortie et ensuite parce qu'il est nommé pour l'Oscar du meilleur film de 2026 et que j'aime bien depuis 2022, je crois. Regarder tous les films, qui sont dans cette catégorie des Oscars, parce que, ben, le cinéma, ça m'intéresse de voir qu'est-ce qui est nommé ou pas et l'année dernière, j'ai même suivi la cérémonie. C'était étrange. Juste vérifier quelle année c'était que j'ai commencé. OK, j'ai menti. J'ai commencé seulement en 2023. Donc j'ai fait, 2023 à, regarder tous les films nommés. 2024, regarder tous les films nommés. 2025, vouloir regarder tous les films nommés, mais j'en ai toujours vu que 5 à l'heure actuelle. Mais cérémonie regardée. Et cette année, les films sont tombés, j'en ai vu zéro. Donc voici le premier que je vois. C'était ça qui m'a poussé et qui m'a motivé. Et ça a très bien fait. Je ne savais rien sur le film et c'était une excellente chose. Ça a beaucoup joué dans ma surprise et dans mon appréciation de l'œuvre. Vous le savez, si vous suivez régulièrement l'épisode et si vous avez vu le reste, j'aime bien divulguer un peu les choses.
Je trouve ça plus simple pour parler un peu de tout. Donc je vous conseille dès maintenant, d'aller voir le film, je vais vraiment passer un excellent moment. C'est, très largement mon Ryan Coogler, préféré. En même temps, en face, il y a les 2 Black Panther. Il y en a un qui est cool et un qui est horrible. Il y a, Creed 1, j'ai oublié. Donc forcément, entre un film mauvais, un film oubliable, un film OK, on est plutôt au-dessus avec ce film qui m'a bien fait kiffer. Des, gros coups de cœur cinématographiques et esthétiques avec les, scènes musicales. Si vous suivez régulièrement, vous le savez aussi, je suis pas très calé niveau musique, c'est pas ce qui me parle le plus. Quand je parle de films, de séries, de jeux vidéo, je n'en parle jamais. Je n'ai pas l'oreille spécialement musicale, je ne l'ai jamais spécialement travaillée, j'ai commencé à écouter de la musique très tard dans ma vie, et souvent, par exemple, mes potes parlent, on a eu une discussion Pokémon un jour, ils parlaient: «Oh, ce jeu a les meilleures musiques et tout», moi j'étais en mode: «Les musiques dans ces jeux, à quoi elles ressemblent?» Voilà, donc c'est pas quelque chose qui me parle spécialement, mais là, les numéros musicaux étaient accompagnés de sacrés visuels et de sacrés passages thématiques. Ce, jeu sur les, différentes époques et sur le lien entre tous les musiciens, c'était magnifique et a offert de sacrés moments cinématographiques. Je trouve le film, très beau dans ses décors et dans sa réalisation. En même temps, à partir de 1 heure et quelques de film, on a vu tous les décors, vu que ça devient un huis clos sur la dernière partie. Donc, ils ont pu être plus bossés, et franchement, c'est trop cool visuellement. Le film est hyper surprise. On a un gros shift en plein milieu du sujet. Aucunement des thématiques qui suivent la logique, qui sont trop cool d'être traitées dans 2 films aussi différents, et ça marche trop bien, sans avoir aucune attente. Michael B. Jordan, qui est dans tous les films de Ryan Coogler, joue ici, 2 fois dans son film, vu qu'il joue, 2 jumeaux. La différence entre eux est bien marquée, autant visuellement, par des couleurs ou des accessoires différents, que, dans leur relation et leur caractère. Ça, se voit bien par rapport à leurs conquêtes respectives, et ça se voit bien même dans leur hiérarchie entre eux. Ça fait 2 films que je vois là récemment, plus ou moins, qui ont ce système de jumeaux joués par le même acteur, qui ont un caractère et un style bien différents. C'est très cool, j'aime beaucoup cette, façon de faire. Si vous suivez depuis v'là longtemps, vous savez que, par exemple, entre une guerre et une préparation de guerre, je suis un grand, grand fan de la préparation dans les œuvres que je lis, parce que, bah, c'est là où il y a toute la mise en place des personnages, de leur évolution, de leurs relations, et que finalement, la guerre, sans ça, bon, il y a pas grand-chose d'intéressant à voir. Et ici, je trouve la mise en place super cool. J'ai vu pas mal de critiques disant que c'était très verbeux, que ça parlait trop. Ça m'a pas choqué une seule seconde, j'étais à fond dedans. J'aime beaucoup cette idée, prendre de l'argent très sale, récupéré partout en volant à tout le monde, et donc en te créant des ennemis et des dangers qui peuvent te poursuivre dans tous les sens, gigantesques. Tout ça pour donner de l'argent à des blancs qui te détestent pour créer un endroit spécialement réservé aux noirs pour enfin se venger un peu de la vie, de la société. Donc là, niveau retour de bâton possible et attendu, il y en a plein, la mise en place est hyper efficace. Et pourtant, d'un coup, on shift, attention, dernière chance pour fuir, sur un film d'affrontement contre des créatures. Les créatures sont évidentes quand on voit leur premier mouvement et leur première discussion avec nos personnages, avec le fait qu'ils insistent sur une action bien précise, mais les thématiques marchent toujours. C'est des créatures qui se multiplient très vite
en faisant un esprit, de ruche, donc en créant une société à part, que personne ne veut voir, qui est obligée de vivre dans l'ombre et qui rêve de prendre le pouvoir. Ce que font, techniquement, un peu les, jumeaux, en créant un lieu spécialement pour les noirs, en y refusant les blancs et en créant juste l'inverse de ce qu'ils avaient, au lieu de viser une égalité et des droits plus égaux. Et donc thématiquement, même si on shift de genre et de sujet, un truc qui se tient. Et c'est une surprise géniale. Je m'attendais juste, tu vois, à ce qu'ils finissent par payer leurs bêtises de manière classique. Aurait dû l'être, le plan initial qu'on découvre à la fin du film. Et pourtant, on a quelque chose de totalement différent qui raconte la même idée. C'était trop bien trouvé, trop bien mené. J'ai adoré de bout en bout. S'il faut soulever un point négatif, c'est que même si les personnages sont, bien mis en place, pour filer, du côté des films d'horreur d'un coup, il manque un chouille d'attachement et un chouille de développement pour eux. Ils sont en danger mortel et s'en rapprochent grandement, plusieurs fois. Il manque juste un chouille d'attachement pour eux, pour qu'on passe à un niveau d'inquiétude suffisant pour que ça soit excellentissime. Mais on est très peu loin, c'est évidemment un S. Enfin, j'ai lu le volume 33 de One Punch Man. Ça fait un moment que je me plains de la série. C'est extrêmement mal classé parmi les mangas que j'ai lus l'année dernière. Et c'était pas exceptionnel, mais pour du One Punch Man, j'ai passé un très bon moment. Comme d'habitude, si tu prends le tome dans son entièreté, il n'y a pas eu spécialement de grosses avancées, mais c'était magnifique dans le combat que ça proposait, et il y a eu des idées nouvelles et très cool. Heu, 20 volumes maintenant que ce putain d'arc de Garou qui n'en finit pas et qui traîne la patte et qui raconte la même chose en boucle, et pourtant il y a encore des trucs qui sont juste un chouille décalé pour que ça soit pas répétitif, et qui sont en plus hilarantes et bienvenues. Saitama et Garou se battent comme des débiles en tapant le plus fort possible, en étant littéralement le meilleur combat qu'ils aient jamais eu l'un comme l'autre. Et en faisant ça, Garou sauve à plusieurs reprises des personnes qui le remercient pour son héroïsme et ses bonnes actions. Et lui en mode, c'est pas du tout ce que je veux, mais en même temps, c'est trop cool, et si je le fais, c'est bien, mais vu ce que j'ai fait avant, je peux pas faire ça. Il est tiraillé dans tous les sens. C'est hilarant parce que c'est abusé qu'il sauve tout le monde comme ça, juste en se battant. Et en même temps, ça le fait réfléchir. Est-ce qu'il veut vraiment devenir un monstre? Est-ce qu'à un moment, il est pas allé trop loin? Ça marche bien. Il est prêt à s'effacer en imitant son adversaire pour pouvoir le dépasser. Étonnant à voir. Et ensuite, il y a littéralement un Deus Ex Machina, puisque c'est littéralement un dieu qui prend Garo qui lui dit «Eh viens, je te contrôle et comme ça on gagne». Et Garo arrive à résister un peu. Il n'est pas prêt à tout pour gagner, il n'est pas prêt encore à devenir un monstre et à disparaître. Il veut juste de la puissance, de la puissance, de la puissance. Sans spécialement être plus méchant que ça. Il le fait en étant méchant. Il devient la peur de tout le monde, il en est content, même si au fond de lui, on est sûr que c'est pas le cas. On l'a vu plus tôt, il est pas de ce côté-là. Il tue quelqu'un de sang-froid, qu'on connaît plutôt bien, juste pour énerver Saitama, le rendre plus sérieux, et gagner encore plus en puissance. On est prêt pour le combat, que j'espère final. Ça serait bien que ça traîne pas trop non plus. Là, ils sont tous les deux à fond, et le monde et l'univers est en danger face à la puissance des deux. Ça serait bien que le prochain soit le dernier, mais j'en suis pas encore sûr. Le volume se lit rapidement, mais c'est cool. Les passes d'armes sont jolies, c'est hilarant, ces trucs qui poussent l'héroïsme encore plus loin, même si c'est des thématiques qu'on a déjà vues avec le personnage,
mais par l'humour et par l'abus, ça marche encore. Et le côté contrôle par Dieu qui veut faire, mais qui se laisse pas faire entièrement, c'était cool aussi. Pas grand chose à dire de plus, c'est efficace, mais c'est mieux que d'habitude. Et voilà qui conclut notre épisode de la semaine numéro 7. J'étais pas sûr de terminer mon enregistrement ce soir, mais finalement ça va. Finir l'enregistrement un lundi soir pour une sortie le dimanche, on est correct, le retard a pas duré longtemps. En même temps, gros rattrapage d'une demi-heure à 21h. J'aurais pu faire un chouï mieux dans l'organisation de la soirée. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous allez, ce que vous avez découvert récemment, et ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet épisode. Si ça vous a plu, vous savez ce qu'il faut faire. Abonnement, partage, pouce bleu, étoile sur plateforme de podcast. On se revoit dimanche prochain, 15h, pour le prochain épisode de la Lumière Pop de la semaine. Portez-vous bien, faites-vous plaisir. À commémorer bientôt.